Bonjour à tous, voici le dernier cours de l'année que nous faisons en distanciel et qui concerne la représentation du monde. Et ce dernier chapitre qui se fondera sur les mondes et sur notre dernière problématique que je vous ai donnée aussi dans le petit papier, que révèle le monstre sur l'homme et l'animal. Donc l'immonde, c'est étymologiquement celui qui est hors du monde, c'est-à-dire celui qui n'est pas pur, celui qui n'est pas propre, qui n'a pas été ordonné, lavé dans un sens particulier. C'est-à-dire que mundus, le monde, c'est en fait un petit peu l'équivalent de cosmos en grec, mais mundus, bien sûr, c'est le terme latin. Et le cosmos, c'est ce qui est arrangé, organisé, qui est comme la cosmétique, comme la chevelure, bel et bien agencée. Donc l'immonde, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est hors du monde, c'est-à-dire que c'est le monstre par excellence. Et le premier des monstres que l'on rencontre dans la littérature occidentale, c'est bien sûr le cyclope dans l'Odyssée d'Homère. Mais je vous ai proposé de lire le cyclope vu par Euripide à la page 283 de votre manuel. À la lecture de ce texte, on va pouvoir déjà un petit peu répondre à notre problématique que révèle le monstre sur l'homme et l'animal, c'est-à-dire que révèle le monstre sur l'animal et l'animal particulier qui est l'homme. Et évidemment, la réponse dans l'Antiquité, elle est très claire, c'est que le monstre, l'animal, est en fait l'opposé de l'homme. Donc, dans le texte d'Euripide, les choses sont très claires. Nous avons la définition de l'être humain et nous avons la définition de la monstruosité, c'est-à-dire que d'un côté nous avons Ulysse, de l'autre côté nous avons le cyclope. Ulysse va représenter l'idéal de l'être humain aux yeux des Grecs, c'est-à-dire que c'est un homme rusé, un homme masculinement parlant, hein, et bien sûr dans la force de l'âge, et un héros. En face, nous avons un cyclope, c'est-à-dire quelqu'un qui déjà n'a pas une forme humaine puisqu'il n'a qu'un seul œil. C'est étymologiquement ce que son nom indique, Kuklopis, c'est-à-dire l'œil circulaire, l'œil en rond, l'œil du cyclope. Donc si on regarde le discours d'Ulysse, on voit que c'est un discours extrêmement policé, avec de la rhétorique, avec un art oratoire extrêmement bien ficelé, avec de la captatio benevolentiae, puisqu'il parle des temples entretenus pour le père du cyclope, c'est-à-dire Poséidon, donc il essaye la flatterie, il essaye de rappeler toutes les lois que lui, en tant qu'être humain, respecte, des lois divines et des lois humaines, les lois de l'hospitalité, qui sont absolument incontournables dans l'Antiquité. On n'a pas le droit de ne pas recevoir un étranger, parce que cela pourrait être Zeus en personne. Et puis les lois humaines, c'est-à-dire les lois de la communauté, les lois de la société. Et puis, vous avez aussi l'expression des sentiments humains, c'est-à-dire cette fois-ci humanité dans le sens de bonté. Et donc, il va mettre en avant la pitié, l'amitié, et justement cette bonté des êtres humains. À l'inverse, à l'opposé, nous avons le discours du cyclope, qui, dès le départ, voit tout de suite les effets de rhétorique du discours de l'être humain et qu'il balaie. Pas de place pour la rhétorique. Pourquoi rappeler les temples de mon père? Ça ne sert à rien, la flatterie ne marche pas sur moi. Il se targue de ne pas respecter les lois des dieux, les lois des hommes qui ne les respectent pas. Il est cyclope, on peut le comprendre, mais il ne respecte pas non plus les lois des dieux. Il est dans une vie isolée, en retrait, donc pas de société, il n'est absolument pas sociable, il est extrêmement individualiste, il ne pense qu'à moi. Moi,
et moi. Et finalement, il ne pense qu'à ses besoins alimentaires, à ses besoins vitaux primaires, c'est-à-dire la nourriture et l'abri. D'une certaine manière, il représente l'animalité, parce qu'il est représenté en fait comme pire même que les animaux, puisque les animaux, certains animaux vivent en société, puisque certains animaux recherchent aussi un troisième besoin vital qui est la reproduction. Ici, il n'en parle absolument pas, il est même en deçà donc de l'animalité. Par rapport à certains animaux qui vivent en meute, comme les loups, et qui fascinent un petit peu dans l'Antiquité, ou plus que cela, la société des abeilles, qui est encore plus fascinante pour les auteurs antiques. Il faut savoir que Virgile, dans les Géorgiques, a bâti la cité des abeilles dans une de ses poésies comme une cité idéale, donc où l'on voit en fait que finalement cette animalité des abeilles, elle est déjà différente parce qu'elle est proche de l'humanité par cette société qu'elle propose. Et puis aussi par le fait que les abeilles soient organisées de manière hiérarchique, avec ce qu'ils appellent un roi, mais qui est en fait une reine, hein, parce qu'on ne pouvait pas concevoir qu'un élément féminin puisse à la tête d'une société. Dans l'Antiquité grecque, et dans l'Antiquité tout court, c'est très 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 rare. Donc ce cyclope, il est même en dessous de l'animalité, et on pourrait se demander s'il n'est pas carrément la monstruosité de la nature même, qui est l'adversaire de l'être humain, puisque le cyclope, il est souvent décrit comme hérissé non pas de poils, mais de sapins. C'est-à-dire que c'est carrément une montagne en fait. Et il est hérissé il a une barbe hirsute et des poils hirsutes de sapin sur lui. Et finalement, l'œil unique représente en fait le volcan, la caldeira d'un volcan. Donc on voit bien que ici le monstre par rapport à l'être humain, tout ce qui est en opposé à l'être humain, c'est la nature dans ce qu'elle a de plus brutal, comme le volcanisme ou comme les séismes. C'est d'ailleurs pour ça que le cyclope est considéré comme le fils de Poséidon, puisque Poséidon est aussi le dieu des séismes et des raz-de-marée. Donc ici, on voit bien que s'opposent deux définitions, et donc finalement, que révèle le monstre sur l'animal humain? Il révèle en fait le pendant. Il est totalement l'opposé, il est l'inverse de l'être humain, ou alors il est ce que l'être humain était à l'origine et la lente évolution qu'il a faite pour parvenir à cette humanité-là. Donc la première réponse dans l'Antiquité, elle est très claire. Le monstre est un animal, voire pire qu'un animal. Il est totalement opposé à l'homme et il révèle finalement toute l'évolution de l'être humain par rapport à la nature et tout ce qui se détache, tout ce qu'il a réussi à faire, et on est dans une totale opposition. Le monstre, dans l'Antiquité, va avoir une importance capitale, puisque le monstrum vient de moneo en latin, qui veut dire avertir. Autrement dit, le monstrum, c'est un avertissement des dieux, c'est un avertissement qui vient de la divinité pour prévenir les hommes de quelque chose d'atroce ou de quelque chose de beau. Parce qu'en fait, le monstrum, il est aussi bien hors du monde, parce qu'il n'est pas dans la norme du monde, donc tout ce qui dépasse en qualité ou tout ce qui dépasse en défaut est considéré comme monstrueux, non dans la norme. Donc c'est extrêmement compliqué. Et du coup, on va voir que le monstre a
a un rapport avec le sacrilège. Je vous ai demandé de faire des recherches sur Jason et les Argonautes et la quête de la toison d'or. Donc, vous avez pu vous rendre compte que, en fait, c'est au cours de cette quête que l'on fabrique le premier navire, l'Argo, et cela va être un sacrilège parce que l'on va pour cela couper des arbres pour fabriquer le bateau. Or, les arbres, ce sont des nymphes, c'est-à-dire des déesses. Donc, il faut commettre un premier sacrilège là-dessus. En mettant le bateau sur l'eau, la Néréide Thétis va se montrer pour regarder ce prodige, ce monstre qu'elle n'a jamais vu. Donc, du coup, cela va révéler les divinités sous-marines aux êtres humains. Mais en faisant cela, Thétis se montre. Et dans l'expédition, il y a le fameux Pélée. Et Pélée, c'est le fils d'Achille. C'est-à-dire que Pélée va donc voir Thétis en tomber amoureux. Et du mariage de Thétis et de Pélée va naître Achille, le héros de la guerre de Troie. Et Achille n'est pas réputé pour être un guerrier extrêmement humain. C'est plutôt un guerrier monstrueux qui est là pour couper des têtes et pour se venger. Donc c'est vraiment un héros, un demi-dieu de la vengeance divine. Si on poursuit dans le mythe, Jason va devoir passer par les Symplegades, c'est-à-dire des rochers qui s'entrechoquent et qui sont là en fait pour garder le détroit du Bosphore ou des Dardanelles. Ça va dépendre un petit peu des mythes et de là où on place ces Symplegades. Et en fait, pour aller chercher la toison d'or, il faut absolument passer par cet endroit-là pour arriver jusqu'en Colchide, l'actuelle Géorgie. Le fait de passer par là, ça protégeait en fait ces Symplegades, protégeait le monde civilisé, le monde grec, de ce qui était la Colchide et de tout ce qui était au-delà des Symplegades. En passant par ce passage et en fixant à tout jamais les rochers, du coup le passage est possible. Alors s'il est possible que le monde civilisé aille vers le monde sauvage peut revenir dans le monde civilisé. Et c'est ça qui est catastrophique. C'est que Jason va rapporter Médée, c'est-à-dire la mère infanticide, le monstre par excellence. Donc finalement, on s'aperçoit que cette histoire du monstre, elle est très importante pour comprendre ce qu'est le monde, c'est-à-dire forcément civilisé, et l'immonde, qui est forcément sauvage, barbare, atroce. Mais ces notions vont évoluer. Et justement, à cause de l'idée que le monstrum est un avertissement divin, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif, hein. C'est-à-dire qu'il dépasse la norme, ou dans un sens positif, ou dans un sens négatif. Et finalement, cette image de l'animal et du monstre va être redorée, notamment par les poètes. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de lire le Lombric et le Chat-Huant. Alors, le Lombric est un poème qui va montrer que le ver de terre a en fait un lien avec le poète, un petit peu à la manière de Baudelaire et de l'Albatros. Hein. L'animal est récupéré pour être comparé au poète. Et cette fois-ci, l'albatros, qui est quand même un oiseau majestueux, très beau, etc., et qui n'a que des connotations positives, même si ses ailes de géant, vous voyez, l'empêchent de marcher, autrement dit, à nouveau quelque chose de l'ordre du monstrueux, quelque part. Les poètes vont aller encore plus loin. Vous avez Corbière qui va vous parler du crapaud, c'est-à-dire que le poète est un crapaud, donc un être laid, monstrueux, un rossignol de la boue. Mais vous voyez qu'en fait le crapaud est un animal amphibien, donc il est à la fois à l'aise sur terre et dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est vraiment hors norme, on n'arrive pas à le classer. Et l'histoire du poète Lombric, c'est intéressant parce qu'en fait, il aère la terre, il est dans le monde souterrain, en quelque sorte, et il ne voit pas vraiment le jour, il travaille dans l'ombre. Et c'est assez aussi
déprécié comme animal. Et pourtant, Jacques Roubaud n'arrête pas de l'humaniser par tout un tas de métaphores. Hein. Il travaille, il se réveille, il mâche, donc il l'humanise. Et en renversement, le poète est animalisé. Il est comme un ver de terre, il laboure les mots. Le monde étoufferait sous les paroles mortes sans le travail du poète lombric. Autrement dit, finalement, le monstre est celui qui permet au monde de se renouveler. Et ça, c'est très très intéressant, c'est que du coup, l'immonde n'est pas à opposer au monde, mais l'immonde doit être intégré au monde parce que c'est l'immonde qui permet de faire évoluer le monde. C'est-à-dire que c'est ce qui est hors norme qui permet de faire évoluer la norme et donc de faire rentrer dans le monde l'immonde. Et de ne pas étouffer et de ne pas se cristalliser sur quelque chose de figé. Ce qui serait terrible pour l'humanité. Vous avez comme ça des peuples qui ont voulu rester purs et qui ont fini par disparaître parce que au bout d'un moment, si on se reproduit que dans l'entre-soi, ça ne fonctionne pas. Donc il faut forcément intégrer l'autre à un moment donné à sa civilisation. Donc l'immonde, le hors norme, doit forcément finir par être intégré. Et le poète ici est un monstre hors du monde et en même temps qui est intégré à la société et en même temps qui en est en marge. Hein. C'est-à-dire qu'il est marginalisé parce qu'il est vu par les êtres humains comme monstrueux, hors norme. Hein, il est soit dans le ciel, mais sur la terre, ça ne marche pas. Il est soit amphibie, mais sur la terre, c'est immonde. Hein, il n'est pas vraiment fait pour ça. Et alors qu'en fait, c'est le poète, donc c'est lui qui a un lien avec le divin. Et finalement, on se rend compte que le divin et la marginalité sont extrêmement proches. Donc, ça va permettre de redorer l'image du monstre. Et vous avez aussi le philosophe. Hein, vous voyez, nous faisons des humanités, littérature et philosophie. Eh bien, le poète et le philosophe sont tous les deux des monstres. Et c'est ce que nous explique Florian. Dans sa fable, le chat huant. Alors en fait, le chat huant, c'est la chouette effraie. Mais la chouette effraie, ça serait une connotation beaucoup trop positive. Tandis que le chat huant, le fait de huer, et puis le chat qui symbolise le mal, le malin, ça peut refléter tout un caractère négatif. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est que de la même manière que Roubaud, Florian va procéder à la personnification de l'animal et à l'animalisation du philosophe. Comme quoi, en fait, le lien entre l'animal et l'humain est extrêmement fin, très difficile finalement à cerner. Alors, notre histoire de philosophe, il est persécuté par la société, donc vous voyez déjà qu'il est exclu, qu'il est rejeté. Comme le chat huant, il est exclu et il est rejeté des autres animaux. Pour quelle raison? Parce qu'il voit la nuit. Or, c'est naturel pour le chat huant de voir la nuit. Autrement dit, pour le philosophe, c'est naturel de bien voir les choses. Il est fait comme ça, c'est sa nature. C'est sa nature d'être immonde, en fait. Et donc, il essaye d'éclairer le reste de l'humanité, donc le reste du monde. Il est donc à la fois dans le monde et hors du monde. C'est cette place ambiguë qui fait que finalement, il ne trouve véritablement jamais c'est ce positionnement ambigu qui fait qu'il ne trouve jamais sa place dans le monde ou sa place hors du monde. Donc finalement, que révèle cette fois-ci le monstre sur l'animal et l'être humain et surtout sur l'animal humain? C'est que finalement la frontière, la barrière entre l'humain et l'animal est extrêmement ténue et que finalement ce qui fait que quelque chose est immonde ou est dans le monde est extrêmement ténu aussi, puisque de toute manière, à un moment donné, les normes vont changer et ce qui paraissait immonde à une époque va devenir totalement dans le monde et dans la norme à une autre.
finalement, on aboutit même à l'idée que le monstre est plus humain que l'être humain. Je vais m'expliquer avec la critique du film Border paru dans Le Monde. Vous avez déjà des films qui ont parlé du monstre en ce sens-là. Vous avez bien sûr Elephant Man, où finalement cet individu totalement difforme physiquement possède en fait une humanité, une bonté, une générosité, etc., plus profonde que le reste de la société qui se dit humaine. Vous avez le même phénomène avec La Belle et la Bête. La bête est en fait bonne, elle est sotte, dans le sens de bête, et elle est animale, c'est-à-dire dans le sens de laide, mais elle est bonne, c'est-à-dire que finalement, c'est ce qui fait son humanité. C'est-à-dire que finalement, ce sont ces sentiments de bonté et de générosité qui font de la bête, de l'animal, un être humain en fait. Et on s'aperçoit que pour Border, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à un individu qui est laid, qui a une odeur nauséabonde, donc physiquement c'est atroce, et pourtant elle a une capacité d'animal hors norme, qui la rend aussi hors norme sur le plan humain. C'est-à-dire que elle est hors norme sur le plan humain, dans le sens où comme elle a un sens olfactif développé comme un être humain, comme un être animal, comme un chien en fait, hein, on pourrait penser qu'elle se rapproche de l'animal, mais en fait, par ce sens aussi olfactif développé, elle a aussi une humanité, une bonté, une générosité développée aussi. Donc c'est extrêmement compliqué de voir où est la frontière. Et finalement, le monstre peut être en fait la quintessence de l'humanité. En conclusion, finalement l'homme a beaucoup de difficultés à trouver une définition de lui-même. Il a beaucoup de mal à s'identifier avec le reste de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est toujours extrêmement ethnocentré, comme vous le voyez pour les Grecs. Il oppose bien sûr son monde au reste du monde qu'il considère comme immonde, puis petit à petit, bien sûr, l'immonde devient monde, et finalement, il s'interroge sur ce qui le distingue véritablement de l'animal. Et là aussi, il a du mal à faire une frontière très, très nette. L'intuition est là, mais pourtant, il y a de la difficulté à se positionner. Il est un animal, mais il est tout de même un animal particulier qui a en fait conscience d'être un animal particulier et de ne pas trop savoir où est sa place. Rappelez-vous l'humilité de Montaigne qui expliquait que finalement l'être humain ne savait pas reproduire le nid d'un oiseau ou ne savait pas reproduire la toile d'araignée. Autrement dit, nous avons des capacités inférieures aux animaux, aux autres créatures vivantes. Et du coup, lorsque on érige l'être humain comme dominant, il faudrait au contraire avoir une position beaucoup plus humble. Donc finalement, le regard que l'être humain porte sur l'animal, c'est un regard plein de bienveillance finalement, parce qu'il se reconnaît en l'animal aussi. Et toute la difficulté est de savoir reconnaître ce qui est typiquement humain, ce qui est typiquement animal, et savoir se reconnaître dans l'animal et savoir s'en différencier en quelque sorte. Et l'autre difficulté, bien sûr, c'est d'accepter ou d'intégrer l'immonde dans le monde. C'est-à-dire que toute la difficulté des êtres humains, c'est de percevoir l'autre comme un être humain et de ne pas le considérer comme monstrueux, mais comme un être humain à part entière. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère retrouver bientôt certains d'entre vous l'année prochaine. Et je vous souhaite d'excellentes révisions et de bonnes vacances. À très bientôt.